Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram à écriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à écriture. Ça y est, septembre est arrivé, vous êtes sûrement beaucoup à avoir pris des nouvelles résolutions concernant vos objectifs d'écriture et je suis heureuse que vous m'écoutiez pour vous accompagner. Si mon contenu vous plaît et vous apporte ne serait-ce qu'un petit quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en soutenant ce podcast et la page Insta. Vous pouvez contribuer avec un don sur buymeacoffee.com/aécriture, noter le podcast sur votre application d'écoute préférée, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou encore partager cet épisode. Mon but pour cette nouvelle année est de développer mon activité de mentoring et d'accompagnement, alors tout votre soutien est le bienvenu. Merci pour vos messages d'encouragement sur Insta, ça me booste énormément et ça me donne le courage de persévérer. Maintenant, place à l'épisode du jour. Bien, nous sommes en septembre. Depuis quelques semaines déjà, on prépare la rentrée pour les étudiants, mais pas seulement. Vous l'avez compris, je veux parler de la rentrée littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est la rentrée littéraire ? Eh bien, c'est tout simplement un marronnier de l'année commerciale livresque. Alors oui, c'est surtout marketing, la rentrée littéraire, mais c'est aussi une période très intense dans les maisons d'édition. Donc attention à ceux qui souhaitent soumettre, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Comme tous les ans, on va voir apparaître un peu partout les nouveautés et les romans les plus attendus de l'année. C'est aussi une occasion régulière pour les primo-romanciers de se faire connaître et donc de se donner une chance de démarrer leur vente dans les meilleures conditions. C'est aussi la période des prix littéraires tels que le Goncourt qui se prépare. Mais la rentrée littéraire, c'est aussi l'occasion de voir que tout le monde n'a pas le même traitement. Ça y est, j'arrive enfin où je voulais en venir, à la question que tout le monde se pose encore aujourd'hui. Existe-t-il une vraie littérature ? Y a-t-il réellement un gouffre entre la bonne et la mauvaise littérature ? Alors, je vous entends déjà me dire, la réponse est simple. Tu vas nous dire que non, il n'y a pas de mauvaise littérature, tu veux faire plaisir aux auteurs, gna 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 gna. Mais je tiens à vous assurer d'une chose, c'est de mon honnêteté quant à ce sujet. Tout simplement parce que je ne pense pas que fourvoyer les gens qui m'écoutent en les brossant, dans le sens du poil, soit une bonne chose. Et donc, je vous encourage à continuer de m'écouter, car peut-être seriez-vous surpris de ma réflexion qui ne va justement pas forcément dans le sens des popular opinions sur le sujet. Ceci étant dit, je vais commencer. La littérature, tout d'abord, c'est quoi ? Est-ce qu'on considère tout type d'écrit comme de la littérature ou seulement certains médiums, certains genres ? Le Larousse l'a défini comme suit. C'est l'ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Pouf. Alors, l'esthétique, c'est quand même assez tangent comme notion, vu que c'est la science du beau qui, elle-même, est plutôt subjective. Donc si on récapitule, on considère que la littérature est constituée de toutes les œuvres écrites qui ont une volonté du beau. J'imagine que c'est dans l'expression du style, dans l'expérimentation de la forme, ainsi que dans la recherche du fond que l'on peut trouver l'esthétisme. Maintenant qu'on a clarifié ou pas cette définition, on peut se dire que ça embrasse quand même pas mal de choses. Et au vu de la richesse des étagères des libraires, on peut se dire que, oui, il y a quand même des différences de littérature. Après, vous aviez un peu raison tout à l'heure. Je n'aime pas la notion d'une littérature supérieure et d'une littérature inférieure. Personnellement, je ne saurais pas juger la qualité d'un essai par rapport à celle d'un roman de science-fiction, tout simplement parce qu'ils sont si différents et qu'ils ne cherchent tellement pas la même chose qu'il me semble tout à fait inepte de dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. Il y en aura un meilleur en fonction de ce que le public recherche, s'il veut apprendre des choses, s'il veut un style sérieux ou s'il veut s'évader et réfléchir dans le même temps. Oui,
J'ai pris volontairement l'essai et la science-fiction car les deux peuvent avoir la même finalité, faire réfléchir à un sujet. Par exemple, l'homme et la machine, la place de l'homme dans l'univers, le rapport à l'inconnu, tout ça, ce sont des thématiques que l'on peut aborder à la fois dans un essai académique et dans un roman de fiction. Et pourtant, les deux vont faire réfléchir. Et je crois que toute œuvre littéraire, même de fiction, doit avoir pour but d'apprendre quelque chose au lecteur ou de le faire gamberger, de lui confronter une vision du monde, la vision de l'auteur, à laquelle il va adhérer ou non, et non pas juste de le divertir. C'est là d'ailleurs un point fondamental de ma réflexion. Je crois que quand on dit bonne ou mauvaise littérature, on entend surtout la différence entre une littérature sérieuse et une littérature de divertissement. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de qualité. La bonne ou la mauvaise qualité se trouve dans l'un et l'autre de ces pendants. Il y a des pépites dans la littérature sérieuse, mais aussi de véritables bouses, comme c'est exactement le cas dans la littérature de divertissement. Et pourtant, cette littérature de divertissement n'est pas souvent représentée lors de la rentrée littéraire. Parce qu'on ne va pas se voiler la face non plus. Les gros éditeurs de la rentrée littéraire, ceux qui ont les plus gros moyens pour communiquer, ce sont les Gallimard et autres éditeurs français qui sont quand même un peu réputés pour être élitistes. Et ça vient pas mal de l'histoire littéraire française. Rien que par notre langue, qui serait la 10e langue la plus difficile à apprendre au monde, on a la condition de bien manier les mots. Contrairement à l'anglais, nous avons le sens de la nuance, parfois jusqu'à 10 mots pour exprimer la même chose et des structures de phrases complexes où même les académiciens s'y perdent. Donc oui, en France, on a la culture du beau parler, de la belle lettre. Et si une bonne histoire ou un bon essai ne manie pas la langue à la hauteur de son concept, il est souvent déprécié par les acteurs du livre. Comme si la forme parfois était plus importante que le fond. Ce qui fait qu'à l'inverse, certains bouquins publiés sont illisibles, car over-travaillés. Mais ça, c'est dans la culture éditoriale de l'élite, donc ça passe. Et si ces maisons d'édition élitistes publient souvent des œuvres de qualité, ce n'est pas toujours le cas. Et personnellement, je ne peux quand même pas dire que c'est la littérature que j'apprécie le plus ou que je trouve la plus intéressante. Je trouve ça souvent redondant, avec les mêmes thèmes, les mêmes débats, de la syntaxe à la mort moelle-neu, et c'est un peu auto-centré Faubourg Saint-Germain. Même si, encore une fois, il y a des pépites, hein. Et si j'étais un jour publiée par Gallimard, je serais hyper fière, forcément. Loin de moi l'idée de cracher dans la soupe. Mais reconnaissons quand même que ce type de maison d'édition manipule un petit peu la notion de littérature pour mettre en avant ce qu'ils jugent acceptable et surtout méritoire. Et si je n'ai pas grand-chose contre le pendant élitiste de cette littérature, parce qu'en fait, ce n'est rien d'autre qu'une communauté, comme il y en a plein d'autres partout, ce qui me dérange, c'est le jugement qu'il porte à tout autre type de littérature et à tout autre type d'auteur. Parce que c'est ce jugement, cette dévalorisation de la concurrence qui fait que les jeunes auteurs, et même parfois les auteurs avec déjà pas mal de publications derrière eux, ne se sentent pas légitimes à tenter leur chance. Ce jugement, il crée le syndrome de l'imposteur, il entretient la peur et la dépréciation. Et il entretient aussi le principe de l'édition traditionnelle, qui renforce à son tour tout ça en laissant entendre que si on n'est pas validé par eux, les professionnels de l'élite de l'édition, on n'est pas vraiment auteur et encore moins un bon auteur. Alors que non, vous pouvez être un très bon auteur autopublié, comme c'est prouvé par les pays anglo-saxons où cette pratique représente près de la moitié des romans publiés. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est énorme. Et ces gens-là, ils ont des ventes monumentales sans avoir été validés par X ou Y maison d'édition. Donc vous pouvez être bon et auto-publier. Ce n'est pas parce qu'une grande maison d'édition ne vous fait pas confiance lors de votre première publication ou de la seconde ou encore plus tard que vous êtes mauvais. C'est surtout que ce n'était peut-être pas la bonne maison d'édition ou le bon moment. Ou
peut-être qu'il faut quand même un peu retravailler votre roman. Parce qu'attention quand même, l'auto-édition est relativement nouvelle en France. Elle se développe plutôt bien et c'est très encourageant. Mais si elle a longtemps été perçue comme la dernière chance des auteurs ratés, c'est parce qu'il faut quand même avouer que certaines autopublications ne sont clairement pas à la hauteur. Parce que ce que l'on oublie parfois, c'est que s'auto-publier ne veut pas dire le faire tout seul. Ça signifie seulement que l'on ne passe pas par un éditeur traditionnel, par une maison d'édition. Mais le lecteur attend d'un livre qu'il soit d'un certain niveau, de langage, de construction, de concept, de narration, bref, d'une certaine qualité. Une qualité professionnelle, comme dirait Lucie Castel. Et pour cela, et encore plus quand on débute, il est nécessaire de faire appel à des bêta-lecteurs professionnels au minimum ou à un service éditorial pour auteurs indépendants. C'est en réalité la seule manière de produire un livre aussi bon qu'avec une correction éditoriale de ME. Si vous ne passez pas par les mêmes étapes de relecture, de correction, de maquette et d'édition de couverture, vous ne pourrez pas vous positionner comme un auteur professionnel et donc redorer le blason de l'auto-édition. Parce que oui, et c'est peut-être ma prise de position la plus impopulaire, il y a des livres auto-édités qui n'auraient pas dû l'être, qui ne sont pas au niveau. Et c'est souvent ce genre de livre qui renforce l'idée d'un besoin de validation par une ME. Alors qu'en fait, il aurait suffi que l'auteur produise son bouquin de manière professionnelle pour que cet écueil soit supprimé. Alors maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais la qualité, c'est subjectif, et l'auto-édition, ça permet aussi d'avoir une liberté totale dans la création. C'est un argument que j'ai déjà entendu, mais personnellement, je n'y suis pas très sensible. Parce qu'en fait, si vous souhaitez juste avoir une liberté totale dans votre écriture, que vous vous sentez trop artiste et que vous refusez l'idée d'une correction, n'éditez pas, tout simplement. Je veux dire, à partir du moment où vous décidez de présenter votre œuvre, votre histoire, aux yeux du monde, contre de l'argent, il faut quand même que le lecteur s'y retrouve. Le lecteur a le droit de lire quelque chose de finalisé, d'abouti, d'une qualité suffisante pour être agréable à lire. Et vendre quelque chose qui n'a pas été relu, parce qu'on n'a pas envie de modifier une virgule ou de prendre le risque de remettre en cause sa narration, c'est, à mon sens, plutôt malhonnête ou au minimum immature. Et quand même assez égoïste. Car ça vient plus d'un besoin de l'auteur de dire « Regardez-moi, j'ai écrit un bouquin » que « J'ai voulu partager la meilleure histoire possible ». C'est aussi la preuve que l'auteur est buté, qu'il ne cherche pas vraiment à partager, mais à imposer une vision. Et surtout, qu'il n'est pas prêt à recevoir des critiques, et ça va lui jouer des tours. Parce qu'aucun livre ne recevra jamais 100% d'avis positifs. C'est impossible. Un roman ne plaira jamais à tout le monde. Même les best-sellers ne plaisent pas à tout le monde. Et voici donc pourquoi je pense qu'il existe tout de même une littérature de piètre qualité. Et même si je n'aime pas le dire. Non, en fait, je n'aime pas avoir à le dire. Avoir à rappeler aux gens que la publication demande un minimum de travail. Parce que pour moi, ça coule de source en fait. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'autopublier Sylvania sans demander le retour d'un professionnel. C'est peut-être mon manque de confiance en moi qui me botte les fesses, mais en attendant, je pense qu'il n'est pas bon de dire que tout le monde peut publier n'importe comment. Le marché du livre à l'heure actuelle est complètement saturé. Écrire est le hobby numéro 1 des Français et c'est une super nouvelle, mais le rêve de publication n'est pas à la portée de tout le monde, même si des plateformes en ligne veulent nous le faire croire. Et je pense que c'est desservir la littérature en général que de publier à tout prix et n'importe comment. Et ce n'est pas rendre service aux auteurs de le leur faire croire. Parce que du coup, on se retrouve avec des gens qui ne vendent pas, finalement, qui le vivent mal et qui n'apprennent pas. Et qui, même parfois, rejettent la faute, la responsabilité de leur échec sur les maisons d'édition. Qui du coup, se sentant attaqués, répliquent en dépréciant l'autopublication. Et tout ça, c'est le chat qui se mord la queue.
Et là, j'ai fait un petit virage via l'autopublication et l'édition traditionnelle, mais pour le coup, cet écueil concerne tous les genres littéraires. Donc pour résumer, je pense qu'il y a effectivement une certaine tranche de littérature qui est de basse qualité. Mais qu'elle dépend uniquement de choix d'auteurs ou d'éditeurs, parce que parfois, certains livres sont publiés avec les fesses aussi, par manque de travail, de moyens ou d'implication. Mais ce n'est en rien un problème de genre, en tout cas. Comme je le disais, on trouve de tout dans tous les genres. Et si certains genres sont mal vus par la critique ou l'intelligentsia littéraire, c'est uniquement par souci d'élitisme. C'est comme pour beaucoup d'autres médias. Plus un genre va être populaire, plus il va être perçu comme de piètre qualité. Ou aussi, et là on rentre dans des considérations plus sociétales et des considérations qui dérangent, mais plus un genre va être apprécié par une partie de la population spécifique, plus sa qualité va dépendre de la perception de cette tranche sociale. Heureusement, cette manière de penser varie en fonction des époques, et ce qui est déprécié aujourd'hui pourra retrouver ses lettres de noblesse demain. Ça laisse toujours un peu d'espoir. Au XIXe siècle, par exemple, les romans dits pour femmes étaient perçus comme de la sous-littérature. Mais aujourd'hui, Jane Austen, Emily Brontë et compagnie sont devenus des classiques, au même titre qu'un Victor Hugo ou qu'un Alexandre Dumas. Il en est de même pour les récits prolétaires, la fantaisie, le young adulte, la romance, l'horreur ou encore le thriller, sans parler des inclinations sexuelles, des problèmes politiques contemporains, du traitement de la religion. Les ingrédients dans les romans varient, la qualité aussi, leur perception, bref. Vous l'aurez compris, comme dirait mon ancienne boss, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Pour finir et revenir un peu sur la notion de littérature de divertissement et de littérature sérieuse, je voudrais ajouter que je pense qu'elle est due à son rapport à l'art littéraire. Tout comme le cinéma et la production audiovisuelle sont soumis aux mêmes questions. La littérature de divertissement se calque souvent sur la manière de faire anglo-saxonne, celle qui traite l'écriture comme un véritable métier, mais dans son sens business. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur la facilité de lecture, sur le page-turner, sur le côté snack d'un livre, avec une langue souvent évocatrice, mais finalement assez simple. Des histoires très rythmées, haletantes, comme le sont devenus les films hollywoodiens, bref, qui correspondent à une certaine consommation. La littérature sérieuse, elle, a plus le côté d'un film d'auteur, ce qui ne la rend pas forcément meilleure, mais peut-être un peu plus profonde, ou du moins plus recherchée dans sa forme et ou dans son fond. Et certains, comme dans le cinéma, valorisent plus la recherche, même pompeuse, que le système qui fonctionne. La suite, à savoir qui du sérieux ou du divertissement est réellement au-dessus, je vous laisse vous faire votre propre opinion justement lors de cette rentrée littéraire. Alors, c'était un sujet très vaste et je ne sais pas si j'ai vraiment tout exploré comme je le voulais et si j'ai réellement réussi à porter mon propos. Mais si je devais attacher un conseil à cet épisode, je dirais que la notion de qualité ne dépend que de l'implication que vous mettez dans votre roman et de l'objectif que vous lui donnez. Si vous abordez l'écriture comme un art, vous chercherez à intégrer la littérature sérieuse. C'est beau, mais très difficile de se faire une place dans ce cercle très fermé de l'édition française. Et si vous penchez plus du côté divertissement, n'oubliez pas votre patte, ne noyez pas votre unicité dans des recettes prédéfinies. Et dans les deux cas, travaillez. Peaufinez votre œuvre pour qu'elle soit à la hauteur de vos personnages, de votre idée et de votre ambition. Et surtout, faites appel à des professionnels pour vous accompagner tout au long de l'écriture. De Vinci a bien appris à peindre quelque part, non ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.